3, 2, 1, c'est parti. C'est comme ça. Comme ça? Oui, comme ça. Ok. C'est bien. Bertrand Pulès, ex-NAM. J'ai la chance de travailler avec une équipe de 42 personnes et nous sommes un fonds d'investissement qui n'a qu'une seule vocation, c'est accompagner les entrepreneurs de l'hospitality dans leur développement et dans leur accélération. Donc Emmanuel Guisset, CEO et cofondateur de Hotsite, un opérateur d'espace de co-living coworking qui a maintenant 7 ans et qu'on a commencé en Californie. J'en avais besoin en fait moi-même. Donc moi j'ai commencé à faire du télétravail bien avant la pandémie, le Covid. Et donc j'avais ce style de vie qui était en Californie à l'époque était déjà assez présent. Donc j'utilisais beaucoup Airbnb. Le problème d'Airbnb c'est qu'il n'y a pas de consistance dans l'expérience. On ne sait jamais ce qu'on va avoir. Donc principalement moi ce qui m'intéressait c'est d'avoir un poste de travail, un wifi qui fonctionnait bien. C'est pas toujours possible avec Airbnb. Et les hôtels malheureusement ça se portait pas vraiment ce use case. Parce que c'était trop cher pour les séjours de 1 semaine à 3 mois. Et c'était aussi assez impersonnel. Et puis après, j'utilisais aussi les auberges de jeunesse. Et là, le problème, c'est que moi, j'étais en mode plutôt travail. Donc, j'avais pas envie d'avoir des gens qui fassent la fête à côté de moi. Et donc, j'étais un peu familier du concept coworking. Et j'ai eu l'idée, en fait, de créer un concept qui mélangeait logement plus l'aspect communautaire du coworking. C'est plus rentable à l'année parce qu'on arrive à avoir des taux. Parce que comme on ne dépend pas uniquement des vacanciers, donc principalement on réserve dans les stations balnéaires, typiquement on va réserver juillet, août, Pâques et peut-être Noël. Nous en fait on a des clients qui restent toute l'année, donc on a des taux d'occupation qui sont très hauts. Et aussi on a besoin de beaucoup moins de services pour nos clients. Donc on a besoin de très peu de staff pour opérer des espaces. Donc on peut opérer des espaces aussi petits que 10 chambres jusqu'à 50 chambres avec 3 fois moins de staff qu'un hôtel traditionnel. Quand on dit qu'on a un portefeuille qui est élargi, j'aime bien dire que chez ex-NAM, on a 2 actifs. Le premier actif, c'est bien sûr l'hôtel ou l'asset dans lequel on va investir. Le deuxième actif qui a énormément de valeur, c'est le partenaire avec lequel on va collaborer. On oublie souvent de rappeler que, quelle que soit la PME, on investit sur des hommes, on investit sur des équipes et ça fait partie des assets. Et aujourd'hui, on ne cesse de le répéter. On a la chance de travailler quand même avec un peu moins de 70 partenaires qui aujourd'hui gèrent leurs hôtels, qui sont aussi un petit peu les nôtres, à leur côté. Comme vous le savez, ex-NAM on investit déjà dans 7 pays, mais exclusivement en zone euro. Et depuis longtemps, on a continué à échanger pour essayer de trouver le premier projet à travers notre modèle, donc fonds de commerce plus mur. Je suis désolé Emmanuel, mais là aussi on a réussi un tout petit peu à faire changer le modèle de Hotsite et trouver ce premier projet pour commencer à construire une première histoire commune. Et ça a commencé au Portugal, à Porto. C'est un hôtel de 62 chambres, donc qui sera notre plus gros hôtel dans le monde. Un hôtel qui est déjà opérationnel, qui s'appelle l'hôtel Moco, qui est un hôtel 4 étoiles, avec une majorité de studios et une minorité de chambres, avec un espace F&B, beaucoup d'espaces communs. Et donc pour nous, pour notre concept, c'est vraiment important d'avoir des grands espaces communs pour justement avoir cet espace de coworking partagé. Une salle de concert. Comment? Une salle de concert. Une salle de concert où on continuera à faire des concerts qui pas vraiment notre cœur de projet, mais on fera aussi beaucoup d'événements pour notre clientèle qui sont les digital nomades. Et aussi un projet, un hôtel qui est dans une zone, pas la zone la plus centrale de Porto, mais une zone qui est, comme on dit en anglais, qui est up and coming. Donc on voit beaucoup de potentiel à 5 ou voire même 10 ans. Et qui pour nous va être notre premier flagship au Portugal qui est notre meilleur marché, où on a 8 établissements qui tournent tous autour de 90%. Ce qui nous a plu aussi donc, sur Hotsite, mais aussi sur le site, c'est d'abord qu'on est
proche de la gare. On est à 15 minutes à pied de l'hypercentre de la ville, donc je veux dire par rapport à la population qu'on cherche, c'est tout à fait réaliste. Et puis on avait déjà eu l'opportunité avec notre partenaire Laurent Gauze et Jean-Charles Delgado de faire un premier essai à Porto. Alors on est désolé, c'était à travers l'hôtel Ibis qui était dans le cœur, dans le quartier de Sainte-Élisabeth, où aussi on avait quand même d'extrêmement résultats, bien que ce soit un actif qui a été ouvert en juin 2020, ce qui n'était pas la meilleure période, mais en tous les cas, on voit bien que le Portugal est une très bonne zone où on peut avoir du corpo, du leisure, et avec des prix moyens quand même sur les 5 dernières années, sur le Portugal et sur l'Espagne qui ont très fortement augmenté. Ouais. Et je ne pense pas, comme dans beaucoup de zones, qu'ils vont être amenés à retrouver les prix qu'il y avait à 4-5 ans. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que Porto est une zone qui nous plaisait bien, et partir avec ce concept hybride, différenciant, c'était un très bon run là-dessus. Les ambitions en Europe, c'est d'être dans les grandes capitales, donc il nous manque Amsterdam, Berlin, Londres, et dans les destinations un peu voilà, balnéaires, type Canaries, Baléares, Grèce, Italie. Okay. Avec Estendam, espérons-le. En tous les cas, notre ambition, elle est là et on est là pour la développer. On parle souvent du co-living. Ce qui est intéressant avec le concept Outside, c'est qu'on est sur du co-living courte durée. Donc on retrouve les valeurs que nous avons sur de l'hôtellerie de 1 à 30 ou 60 jours, mais les gens vont plutôt passer entre 2 et 3 semaines dans les résidences. Donc c'est une autre approche, le client vient chercher une autre expérience et on trouvait que c'était très complémentaire des produits, soit qu'on peut regarder, je parle des assets, et l'offre et les équipes d'Outside peuvent être plus agiles sur cette typologie d'actifs. Et aussi en termes de gestion et de performance, on avait été surpris. J'avoue que c'est quelque chose qu'on a énormément fouillé, c'est comment rentabiliser un actif finalement d'une plus petite capacité. Je vais mettre entre 750 et 2000 m². Voilà, aujourd'hui, on est plutôt sur des critères en dessous de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça ne tombe pas en dessous de 50, 100 chambres. La rentabilité va être difficile. Et grâce, je dirais, à ce management, on va dire, très dynamique, on pouvait aussi atteindre des rentabilités qu'on pourrait retrouver dans l'hôtellerie un peu plus classique. Oui, c'est vraiment dû donc à la durée du séjour moyen qui est comme Bertrand l'a dit, qui est d'une vingtaine de jours. Et il y a aussi une chose que j'ai pas encore dite, c'est le fait qu'on a une membership. Donc nous on a un modèle de membre, c'est-à-dire que 80% de nos espaces sont members only, donc il faut être membre pour y accéder. Et en fait, ça nous permet de détourner des Booking.com, Expedia. Et donc, on ne leur paie pas les 15-18% que tous les hôtels normalement le payent. Donc, ça nous permet aussi d'avoir cette rentabilité sur les espaces plus restreints. Aussi avec, évidemment, aussi le moindre staff, parce que nous, on a une clientèle qui est vraiment très minimaliste. Ils n'ont pas besoin de réceptionnistes, se fait par des calls électroniques. Ils n'ont pas besoin de tous les services qu'offrent les hôtels. Donc ça nous permet vraiment de couper les coûts d'opération d'un hôtel traditionnel, encore une fois. Ce qui est intéressant avec Outside, c'est que de plus en plus, on essaye de trouver des actifs et des projets qui sortent du cadre. On parle toujours de ces actifs qui sont lifestyle, où effectivement, dans ce grand courant, alors toutes les marques y vont, Accor avec Joe & Joe, ou d'autres marques qu'ils essayent de mettre en avant, Marriott avec Moxy, IHG avec Voco. On commence à voir même d'ailleurs des gros franchisés et des opérateurs hôteliers créer leur propre marque, sans prendre un petit peu, mais effectivement, tout le monde a cette réflexion de dire comment je peux optimiser quelque part mes revenus en sortant des métriques hôteliers classiques, mais comment je peux augmenter mes revenus au mètre carré. Et ça, c'est quelque chose qu'Outside arrivait à bien faire sur ses actifs, même si jamais ils étaient de petite taille. Et on commence à voir de plus en plus de marques indépendantes, avec des marques comme Rocky Pop, effectivement, qui aujourd'hui bientôt vont avoir 5 hôtels, mais plutôt sur des grosses capacités qui vont entre 4000 et 7000 m². Les gens de chez Babel, hôtels qui effectivement vont avoir 2 actifs entre Paris et Lille. Voilà. On sent bien ce courant où tout le monde essaye d'aller un petit peu vers ces nouvelles marques, nouvelles enseignes, où on va rendre un service totalement différent auprès de notre client qui vient chercher une expérience qui est totalement différente. Donc je trouve que Outside incarne parfaitement cette nouvelle tendance. Sur ce segment,
Je pense qu'il y a pas, je pense qu'on est probablement les seuls en Europe qui vraiment se focalisent sur ces séjours longs. Et vraiment le challenge, c'est de pouvoir montrer que on peut avoir des marges encore meilleures que les hôtels traditionnels parce qu'on a ces durées de séjour plus longues. Maintenant, nous parlons souvent de l'hôtellerie lifestyle, mais ça ne nous empêche pas d'ouvrir encore un Ibis Style à Madrid, de partir sur un Ibis au Mont-Saint-Michel ou encore d'ouvrir un hôtel Mercure très prochainement à Benidorm. Ce qui est important, c'est répondre aux attentes de nos clients. Eh ben, merci à tous les deux, messieurs. Merci beaucoup. Merci à vous.